Voilà, donc nous venons de suivre en direct et en duplex depuis Bamako l'arrivée du président nigérien, le général d'armée Abdourahmane Tiani. Alors, Amadé Adama Soro, quelle est la symbolique donc de ce que vous venez de voir? Oui, on a suivi avec une vive émotion. Tout cela nous réconforte dans notre position, celle qui a consisté dès le départ à avoir donc dans la création de l'AES un instrument géopolitique et géostratégique sérieux, comme on l'a dit dans le document. Effectivement, ce qui est aussi un élément fondamental, c'est le fait que tout cela s'est fait sans injonction extérieure. Vous savez que par le passé, quand on a un sommet de ce niveau, vous allez voir à gauche, à droite, pas pour être raciste, mais vous allez voir d'autres qui ne sont pas, en tout cas, du continent africain, mais qui pullulent, en fait, dans les rangs, comme s'ils étaient, en fait, des conseillers dans nos différentes présidences. Et aujourd'hui, on sent effectivement que cette prise en main, donc, du destin est tout à fait réelle. Et on a vu, effectivement, l'arrivée, donc, du président nigérien, le général d'armée Abdourahmane Tiani. Je pense que l'année passée, vous étiez de la délégation à Yamé. Vous avez effectivement pu constater l'émotion. On attend que... Et la forte mobilisation, des Nigériens. J'ai même suivi sur les images certains gardes républicains qui étaient enthousiasmés, qui avaient même en temps oublié qu'ils étaient là pour assurer la sécurité. Ils s'étaient laissés emporter par l'émotion, tout ça, à l'arrivée bien sûr du capitaine Ibrahim Traoré. Et je pense que le même scénario va se répéter. Espérons que les trois chefs d'État vont ensemble donc dans un cortège vers le lieu du congrès et de la rencontre, donc cette deuxième rencontre au sommet de la Confédération des États du Sahel. C'est encore une fois un facteur qui doit remplir de joie, d'allégresse tout Sahélien, tout Burkinabé, tout Malien, tout Nigérien, parce que comme je l'ai dit, c'est la seule organisation endogène africaine dont la conceptualisation, l'implémentation, le déroulement des différents programmes, des différentes activités se fait sans donc intervention extérieure. C'est vrai que nous ne vivons pas dans un monde fermé et nous ne prêchons pas l'autarcie. Nous devront avoir la latitude de pouvoir sélectionner nos partenaires. C'est ce qui se fait actuellement. Donc c'est vraiment avec un sentiment de joie et d'allégresse que nous avons suivi l'arrivée donc à Bamako du président nigérien. Alors, vous avez également vu donc l'arrivée du président nigérien dans la pure solennité. Vous avez vu d'abord l'exécution de l'hymne national de la République du Niger, puis l'exécution de l'hymne donc du Mali, et enfin on n'oublie pas l'hymne donc de la Confédération des États du Sahel. Quelle est votre lecture de cette arrivée qui augure déjà, si je ne me trompe pas, d'un sommet qui sera à la hauteur des attentes des populations sahéliennes? Sportivement, vous m'avez fait une passe en profondeur en parlant des trois hymnes. Donc, je vais analyser aussi ces trois aspects. En tout cas, la symbolique politique, la symbolique diplomatique et la symbolique médiatique. La symbolique politique dans la mesure où, aujourd'hui, lorsque vous prenez la Confédération, les chefs d'État, le respect, la considération entre les chefs d'État et aussi la dynamique pour que les chefs d'État puissent avoir de l'aura, puissent être mieux respectés, et le respect même du chef de l'État. C'est-à-dire que lorsqu'on parle, on s'adresse à nos chefs d'État, on s'adresse avec de la considération. C'est diplomatique parce qu'aujourd'hui, et ça me permettra d'aller au troisième aspect, je vais lier les deux, diplomatique et médiatique, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez l'organisation, c'est organisé entre les trois pays. Nous avons notre autonomie et notre souveraineté dans l'organisation. La sécurisation, c'est nous. Et les moyens, c'est nous. Et bien sûr, moyens médiatiques aussi, c'est nous. Parce qu'avant, il fallait aller chercher des rencontres comme ça sur des chaînes internationales. Aujourd'hui, ils sont obligés soit de prendre le signal avec nos États, soit de ne pas suivre. Or, leurs populations ont envie de suivre, et par respect du métier du journalisme et le droit des populations à être informées, ils sont obligés de le prendre. Et l'autre aspect médiatique, c'est le plateau même aujourd'hui de l'ORTM. Aujourd'hui, vous avez remarqué la prise en considération de nos langues
dans l'aspect médiatique avec les invités que vous avez, le Niger en Haoussa, le Mali en Bambara, et puis bien sûr notre confrère Élisée Cabré en Morée. Donc ces trois symboliques nous permettent de dire que l'AES a de beaux jours devant lui. Alors, il faut préciser donc qu'après l'arrivée du président nigérien, le général d'armée Abdraman Tiani, et on attend donc l'arrivée du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Mais avant, nous allons donc évoquer un point majeur qui est le rôle des médias donc de la Confédération des États du Sahel dans ce sommet-là. Quel pourrait être le rôle de nos médias? Bon, en plus du rôle traditionnel des médias, notamment les médias de l'AES, nos confrères donc doivent redoubler d'ardeur pour informer les populations des trois pays, notamment en mettant l'accent sur les narratifs valorisants. Vous savez très bien, quand on est journaliste, on s'appuie sur le factuel. Mais au-delà du factuel, il faut aller à l'analytique pour effectivement essayer de décortiquer, de faire des parallèles entre ce qui s'est passé, sommet France-Afrique, sommet de l'Union africaine, sommet de la CEDEAO, etc., pour voir qu'est-ce qui tranche vraiment avec les sommets de l'AES, notamment en termes donc de l'appropriation de l'agenda, parce que, comme vous le savez très bien, il y a eu des moments, pas même très lointains, où même l'agenda, lors du jour même des sommets africains, sont décidés ailleurs. C'est devenu maintenant de l'antiquité pour l'AES. Donc, parce que les thématiques qui seront donc abordées sont des thématiques qui vont dans le sens de l'approfondissement de la démarche et du chemin parcouru par l'AES. Donc, les journalistes, les communicateurs doivent effectivement mettre en relief, n'est-ce pas, les aspects importants, et surtout répondre à cette campagne médiatique qui a consisté à diaboliser les trois pays, qui a consisté, n'est-ce pas, à dire que ces pays finalement sont inféodés à des puissances comme la Russie, comme la Chine, etc. Et tout en sachant que dans ce monde global, il n'y a pas un seul pays, il n'y a pas une seule nation qui n'ait pas, n'est-ce pas, de connexion ou de collaboration avec les autres. Prenez l'exemple de l'Ukraine. Malgré le fait qu'il y a eu un conflit entre l'Ukraine et la Russie, et alors il y a toujours une collaboration entre les deux pays. Je n'ai pas vu un seul pays européen qui ait coupé ses relations diplomatiques avec la Russie, soi-disant qu'il y a eu une intervention russe. La Russie a appelé ça donc une opération spéciale en Russie. Une opération en Ukraine, tout à fait. Donc c'est pour donc dire que ce que vous faites à votre niveau, ce que vous pensez que c'est normal que vous le fassiez, vous devez également nous reconnaître ce même droit. Et ce qui, je l'ai même évoqué quelque part, ce que j'ai appelé la doctrine de relations internationales, c'est qu'il y a certains pays qui estiment que c'est seulement eux qui doivent avoir, n'est-ce pas, la préférence ou le privilège de dicter aux autres ce qu'ils doivent faire. Vous savez, le problème avec le monde occidental, c'est quoi? Quand il y a une réunion ou une rencontre qui se tient dans un point A du monde et qu'il n'y a pas un pays occidental qui soit invité, ils disent que non, que c'est un sommet anti-occidental, que c'est une rencontre anti-occidentale. Parce que pour eux, ils ont l'habitude de tenir leurs réunions, leurs rencontres pour décider du sort des autres. Prenez par exemple les BRICS, chaque fois qu'il y a un sommet des BRICS, on dit que c'est une entité anti-occidentale, que c'est contre l'hégémonie occidentale. Mais vous avez rien sur le monde pendant près de 400 ans. Aujourd'hui, comme je l'ai dit au début de notre émission, que nous sommes dans un monde marqué par le basculement géopolitique et géostratégique, où effectivement l'Occident collectif, comme l'appelle la Russie, ne fait plus le poids, ou n'a plus le monopole de la puissance. Il y a quelques années, donc quand on parlait de puissance donc diplomatique, de puissance militaire, de puissance économique, c'est l'Occident. Et aujourd'hui, quand on prend par exemple rien que les pays des BRICS, BRICS+, vous avez vu que ce soit l'essentiel des ressources énergétiques, l'essentiel de la démographie, l'essentiel de la puissance économique, c'est plutôt vers ces pays-là. Donc incarné par la Russie, par la Chine, par l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, etc. Donc c'est une occasion, une belle aubaine pour nous, État donc du Sud global, de
tirer profit effectivement de cette période charnière de l'histoire du monde pour effectivement repositionner nos cartes, renforcer notre architecture défensive, sécuritaire, nationale et nous projeter vers l'avenir. Parce que ce qui aussi fait la différence entre les États, c'est la capacité des gouvernements à se projeter dans l'avenir. Il ne faut pas donc se contenter de faire donc du statu quo ou de gérer en fait au jour le jour. Il faut avoir cette capacité donc de projection vers l'avenir. C'est ça qui effectivement est un élément déterminant de la capacité et de la résilience donc des États. Et nous pensons qu'avec l'AES, c'est un véritable creuset, c'est un canal privilégié et qui va permettre, n'est-ce pas, aux pays de la région et par ricochet les autres pays, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'expérience de l'AES commence à faire tache d'huile dans certaines zones, et même si pour l'instant il y a une résistance donc du monstre France-africain qui ne veut pas rendre gorge. Alors, Yves Kemde, deuxième rencontre au sommet des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Quel est, selon vous, le rôle des médias donc, de la Confédération, des médias des 3 pays membres de la Confédération? Quel est le rôle de ces médias-là dans la promotion, ou du moins dans ce deuxième sommet? À travers les 2 grands facteurs de traitement de l'information, à travers les genres informatifs, c'est porter l'information, et à travers l'autre facteur qui est les genres commentaires, à permettre aux populations de comprendre la dynamique impulsée par les leaders. Les genres informatifs, c'est ce que les gens sont en train de faire, présenter les faits, voici le sommet, ainsi de suite. Mais les genres commentaires, c'est-à-dire c'est faire le feedback, comme Soro le disait tout de suite, c'est d'aller dans l'histoire, puiser dans les ressources. Et je donne comme exemple ce que les gens chérissent aujourd'hui comme Union européenne, c'est parti de 3-4 États qui étaient la CEE, tout juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où les pays européens étaient vraiment chez nous. Ils voulaient se relever, ils ont constitué ce qu'on appelle la communauté économique européenne, qui dans les années 90 est passée avec le traité de Maastricht de CEE à Union européenne que nous avons aujourd'hui. La même dynamique avec l'OUA qui en 2002 à Durban en Afrique du Sud donne ce que nous avons aujourd'hui au UA. Donc c'est de dire aux gens que merci UA. C'est de dire aux gens que les dynamiques des États et des organisations internationales évoluent. C'est comme ça, c'est-à-dire elles naissent, elles répondent à des besoins, elles se consolident, elles grandissent. Et s'il y a d'autres expériences ou d'autres besoins qui se font sentir, elles naissent pour donner, elles meurent pour donner naissance à d'autres. Donc les journalistes doivent jouer leur rôle. Mais chez nous devons jouer 2 rôles essentiels. Le premier rôle, c'est de consolider ce que nous avons à travers l'information. Le deuxième rôle, c'est de déconstruire tout ce qui est dit à travers le monde en donnant un aspect positif. Ah, l'objectivité. Or, je donne un seul exemple sur la crise de l'énergie ou du carburant au niveau du Mali. Tout est parti de la publication d'une dépêche d'un média français, AFP. Les terroristes au port de Bamako. Relayé par le système médiatique français et occidental. LCI, bon, je ne vais pas les citer pour ne pas les faire de la publicité gratuite. Et aujourd'hui, le Mali a contre-attaqué par des actions concrètes. Mais les médias ont aussi accompagné en portant l'information juste et réelle. Et c'était souvent même nous contactent. Ah, mais comment vous faites? Je dis non, mais c'est tout sauf la réalité. Mais aussi, c'est une invite aussi aux autorités de savoir que les médias ont besoin de moyens. Au-delà de la création, il faut allouer les moyens. Aujourd'hui, je donne un exemple au niveau des médias, c'est-à-dire, l'exemple, c'est actuellement le média public que nous avons. Ça fait 50 ans, le siège, aujourd'hui, on n'a pas un siège conséquent pour nous permettre d'évoluer. Donc, c'est à l'autorité aussi, non seulement au niveau de l'AES, mais aussi au niveau local, de permettre aussi d'avoir des moyens, des caméras. Et le dernier en date, l'exemple en date, c'est la diffusion de la RTB par les matchs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que les gens suivent là, ce n'est pas extraordinaire, ce sont les moyens. Nous avons les compétences. La preuve, c'est qu'on va en compétition avec les journalistes sur le plan international, on remporte les prix, on les bat. Il faut être clair, on a besoin de moyens pour accompagner et pour faire notre travail de journaliste au niveau national et au niveau de l'AES, et bien sûr au niveau pour défendre les intérêts africains.